Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous déjà? Bien. Alors, vous avez choisi de répondre à l'invitation de Carlos Carvalho et toutes les équipes d'ADP France ici dans un lieu pas comme les autres. On est au Pré-Cattelan, c'est une rentrée heureuse, une rentrée studieuse aussi et une rentrée goûteuse. On n'est pas dans n'importe quel lieu et il y a beaucoup de valeurs dans ce lieu, ne serait-ce que si on pense à Gaston Lenôtre, les valeurs d'humanité, de partage. Et c'est ce qu'on va faire ce matin avec nos invités. On va parler de sujets qui vous concernent, vous qui êtes ici au Pré-Cattelan, et puis je voudrais vous saluer, vous tous et vous toutes qui nous suivez sur la toile avec ce webinaire. On est ensemble pour à peu près 2 heures et on va évoquer les sujets de qualité de vie au travail, les sujets de diversité, d'égalité femmes-hommes. Bref, on va être dans l'environnement du bien-être, du travail et dans l'environnement humain. Et ça tombe bien parce qu'il y en a 2 personnes pour qui l'environnement parle, qui sont avec nous. Je parlais de la directrice générale groupe des ressources humaines pour Suez, Isabelle Calvez, qui nous rejoindra tout à l'heure, son homologue pour le groupe Veolia, Jean-Marie Lambert, et puis Delphine Duetto, qui est en charge des talents et qui pilote le développement de ces talents pour ADP France. Bref, une étude internationale qui nous permettra justement d'aborder ces sujets, une étude que nous présentera Delphine tout à l'heure, et puis 3 experts pour en parler. Je vais d'ailleurs appeler Delphine Duetto qui va me rejoindre. Je vous demande de l'applaudir et on va parler ensemble de cette étude. On va s'installer, Delphine. Voilà. Le petit micro. Oui, je disais, Delphine, une étude qui a été menée, une étude internationale qui est riche d'enseignements sur les sujets de l'humain qui nous occupent toutes et tous. Merci, merci Frédéric. Pardon. Donc oui, Workforce View est une étude que nous réalisons pour la 4e année consécutive. C'est une étude qui est réalisée dans 8 pays en Europe. Nous avons 10 585 exactement salariés qui ont répondu à cette étude. L'objectif, pourquoi est-ce qu'on fait cette étude? C'est d'étudier les comportements, l'état d'esprit des salariés européens et d'identifier finalement les évolutions chaque année et de pouvoir ainsi identifier leurs attentes vis-à-vis du monde du travail. Voilà, évolution, et puis justement de voir les marges de progrès, les évolutions positives, ou alors les gaps qui restent encore trop importants. C'est une étude, vous le disiez Delphine, qui concerne beaucoup de pays, ce qui permet comme ça d'avoir un éventail et des points de vue différents. 8 pays. Hein. Exactement, 8 pays européens. 4e, la philosophie, vous le disiez, l'état d'esprit, c'est de prendre le pouls, en fait, de comment se sentent les collaborateurs, qu'est-ce qui est fait sur le lieu de travail par rapport à tous ces sujets. Exactement, et d'analyser les tendances et de pouvoir ainsi prendre des décisions, aider les directions des ressources humaines en suivant les différentes évolutions de nos salariés. Parfait. Et du coup, de trouver des pistes pour action, pour améliorer la situation quand cela est nécessaire. Vous allez rester avec moi, Delphine. On va accueillir nos 2 autres invités experts. Je vous demande de les applaudir. Vice-présidente ressources humaines pour Suez, Isabelle Calvez. Merci Isabelle d'être là. Et Jean-Marie Lambert, vice-président ressources humaines groupe pour Veolia. Ou alors peut-être, Jean-Marie, tu peux peut-être te mettre, voilà, hein, on va se faire un homme, une femme, c'est presque du shabadabada, n'est-ce pas, Monsieur Garrigue? Voilà. Alors, on va parler d'environnement de travail, et je le disais, vous êtes bien placés tous les 2 pour parler d'environnement. Isabelle, merci d'être là. Isabelle Calvez, la vice-présidente chargée des ressources humaines pour le groupe Suez. Suez, acteur mondial, avec des sujets qui nous occupent et des sujets, j'allais dire, sociétaux. On peut en reparler, l'eau, les déchets, les métiers traditionnels et puis de nouveaux métiers, Isabelle. Alors, bonjour. Donc, je suis très contente d'être avec mon collègue Jean-Marc. Je suis le challenger. Suez est le challenger de Veolia, mais c'est intéressant parce qu'on est tous les 2 dans le même secteur d'activité, donc l'environnement, donc ça serait intéressant de débattre. Donc Suez, c'est 90 000 personnes effectivement dans le monde, dans les secteurs très inspirationnels aujourd'hui de l'environnement. Comment est-ce qu'on aide à préserver la planète, à restaurer la planète. Voilà, donc l'eau, tout le traitement de l'eau, tout le traitement des déchets, et les nouveaux métiers, c'est tout le traitement de l'air aussi, comment dépolluer aussi les océans, enfin voilà, tous ces sujets qui sont au cœur de l'actualité.
Il y avait un spécial le Parisien hier, tout vert. Parisien vert, Voilà, exact, ouais. Green sur le sujet. Et on voit que c'est des métiers, des secteurs d'activité qui sont très inspirationnels pour les jeunes. Alors ça va bien parce que c'est vrai que le logo Suez est vert, Isabelle, donc on est complètement cohérent. Plus qu'un groupe, plus qu'une entreprise, c'est une entreprise à mission. Et là, ça se confirme au quotidien et dans les gènes de l'entreprise. Alors on réfléchit évidemment, enfin, vous savez que tous les grands groupes travaillent sur leur raison d'être. D'ailleurs, Jean-Marie, tu pourras en parler. Parce que vous avez déjà délivré votre raison d'être. Mais évidemment, on réfléchit sur la raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se lève tous les jours? Quel est le sens de notre action? Alors, dans l'environnement, la raison d'être est quand même assez évidente. On la voit aujourd'hui. Encore faut-il, je dirais, la formaliser et puis l'écrire. Qu'est-ce qu'on fait pour la planète? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? En quoi ce qu'on fait aujourd'hui est important pour demain? Donc en quoi nos actions de tri, de recyclage de l'eau, de réutilisation de l'eau par exemple pour l'agriculture. Oui, ou de l'eau, de la désalinisation aussi. Comme on dessale l'eau de mer, voilà, pour je dirais éviter d'aller taper dans les nappes phréatiques. Enfin voilà, on est vraiment sur tous ces sujets de planète. Et en quoi ce qu'on fait aujourd'hui va être important dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Pour les générations futures. Alors, vous le disiez Isabelle, 90 000 collaborateurs et aussi un panel de pays qui est très intéressant par rapport à ces sujets. Combien de pays? Enfin, il y a de grandes zones géographiques. Hein. On est dans 70 pays, donc on est vraiment dans tous les grands pays, mais aussi tous les pays émergents et là où il y a beaucoup de besoins, notamment et d'enjeux dans les métiers de l'eau. Alors, on est traditionnellement, alors ça c'est vu de l'extérieur, dans les métiers de l'environnement, du traitement des déchets, de la qualité de l'eau, de l'air, dans des métiers plutôt masculins. On est, si on veut faire un petit pourcentage là, tiens, je vois les yeux mutins de Monsieur Lambert, on est à combien en pourcentage de femmes? 22% de femmes, parce que des métiers qui ont été, alors à tort, traditionnellement, on va dire. Mais traditionnellement jugés comme étant des métiers masculins. Donc on essaye justement de féminiser ces métiers masculins. Et dans l'encadrement, on arrive à 30% de femmes. C'est pas non plus encore glorieux, mais voilà, il y a plein de progrès qui sont en train d'être réalisés. Voilà, d'action et on va en reparler avec toi Isabelle. Jean-Marie, merci d'être avec nous. Le passage à témoin, le passage de relais pour deux entreprises qui sont avec les mêmes missions, les mêmes enjeux, les mêmes préoccupations, ancrées dans des enjeux sociétaux que nous vivons au quotidien, soit en tant que collaborateurs, soit en tant que citoyens. Oui, bon, je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Isabelle, puisqu'effectivement on est dans les mêmes secteurs. On est un peu plus gros, puisqu'on est 170 000, ne me demandez pas à quelle heure, puisque le jeu des entreprises entre les cessions et les acquisitions, on est à peu près dans le même nombre de pays. Parce qu'avant, il y avait le transport, Oui, on n'était pas loin de 300 000 à une époque. On avait le transport, on avait la SNCM, des fleurons de l'économie française, dont nous avons eu le regret de nous séparer, hélas. Mais donc, effectivement... Mais qui vous permettent, cher Jean-Marie, de mieux dormir, peut-être aussi. Certes, mais il y a encore d'autres sujets de préoccupation. Alors, la répartition de l'effectif sur les 170 000, on a à peu près 50 000, un peu moins de 50 000 collaborateurs en France. En fait, 80% de l'effectif en groupe ou pro aujourd'hui est en Europe, France comprise. Étant entendu que les grands pays de développement, pour nous, les zones de développement sont l'Asie, l'Europe centrale et orientale, et l'Amérique du Sud, le reste étant de la consolidation ou du développement par capillarité. Alors je disais, groupe qui est ancré dans les sujets sociétaux, bien évidemment, et il y a un point qui est très important aussi, on en parle beaucoup, hein, vous le savez, vous, dans l'entreprise, c'est la réputation, la marque employeur, l'irréputation aussi, tout peut être défait en un instant, d'autant plus important quand on a des missions de délégation de service public aussi, hein, Jean-Marie. Oui, absolument. Bon, c'est vrai que nos métiers ont été souvent contestés, ils le sont encore moins qu'auparavant, mais il n'empêche qu'effectivement, il y a une quinzaine d'années, pour ceux qui se souviennent, la notion de délégation de service public était extrêmement contestée, en particulier en France. Donc, il a fallu se battre, il a fallu effectivement acquérir aussi des choses et des compétences. Ça nous a remis en cause aussi, hein, je pense qu'il faut le dire. C'est-à-dire que la contestation peut être, quand elle est intelligente, source de profit et de bénéfices pour l'entreprise. Ça nous a obligés à nous reposer des questions sur notre mission, sur la raison d'être de l'entreprise. Donc c'est pour ça, comme Isabelle a eu la gentillesse de le rappeler, on a publié notre raison d'être avant les vacances, ce qui a été le fruit d'un long travail, parce qu'en fait... On y reviendra d'ailleurs. Voilà, on a travaillé tout ça en amont,
On le travaille en aval, donc on y reviendra si tu m'en poses la question. Oui. Et alors, ce qu'on peut, je te poserai la question. Ça tombe bien. Merci de me l'avoir posée. Jean-Marie, puisqu'on parle de pourcentage tout à l'heure, on est dans la qualité de vie et de travail, on est dans la diversité au sens large. Beaucoup de col bleu, forcément, par rapport à ces métiers. Hein. Oui, on a à peu près 80% de col bleu, ce qui a un rôle évidemment essentiel pour les deux sujets dont on va parler. Et puis pour répondre sur le pourcentage de femmes dans l'effectif, on est à peu près les mêmes. On est à peu près les mêmes avec d'énormes écarts. C'est parce que quand on dit on a 22, 25, nous on doit être à 25% de femmes au total dans l'effectif. Mais vous avez des pays, des gros pays dans lesquels on est à 50%, c'est le cas de la Chine, et des gros pays dans lesquels on est à 4%, c'est le cas du Japon, pour prendre deux pays voisins. Parce que le Japon, je ne reviendrai pas, mais il y a des questions culturelles fortes. Les pays d'Europe centrale et orientale, pour des raisons culturelles, ont des pourcentages de femmes très élevés. Alors que l'Allemagne de l'Ouest, par exemple, je dis de l'Ouest exprès, a des pourcentages très faibles. Donc ça fait partie des substrats culturels avec lesquels il faut composer. Et on verra comment vous utilisez ce qui se passe dans chaque pays, les initiatives qui sont prises, aussi bien chez Suez que chez Veolia, pour faire tache d'huile au bon sens du terme, et avec ces bonnes pratiques, aller dans tous les pays et irriguer avec ou sans jeu de mots. Delphine, merci d'être là. Vous représentez ADP, la puissance invitante, et puis aussi un groupe au niveau mondial, et puis en France, proche de ces préoccupations-là, proche des territoires, de l'environnement de travail de tous les collaborateurs, quelles que soient les entreprises que vous accompagnez. Il y a une vraie légitimité. Quelques chiffres aussi, parce que ça plante le décor sur le nombre de clients, nombre de collaborateurs. Merci. Donc oui, ADP, leader et pionnier en matière de gestion du capital humain. On est 60 000 à peu près dans le monde. On a en France 2400 collaborateurs, 12 millions de clients. Non, pas 12 millions, ça fait beaucoup. Bientôt. 12 000 clients, c'est ça, bientôt. 12 000 clients servis en France et 3 millions de salariés. Il y a un engagement fort sur ces sujets-là. Hein. Ce n'est pas par hasard que vous avez décidé, avec les équipes, ce matin, de consacrer une bonne partie de la journée à ces sujets de qualité de vie au travail et de diversité. Oui, comme beaucoup d'entreprises, nous sommes effectivement très engagés sur ces sujets. On est une société de services, donc par définition au service de nos clients. Et les enjeux, comme beaucoup d'entreprises, sont surtout d'attirer, de retenir nos collaborateurs. On vous expliquera comment, très concrètement, on met en place des actions pour agir sur ces deux leviers. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle souvent de cette fameuse symétrie des attentions et qu'effectivement, il faut être exemplaire vis-à-vis des clients qu'on sert aussi. Hein. Oui, moi j'ai une conviction, c'est que finalement, on dit souvent que les clients vont en premier. Et finalement, moi je pense que les employees first and customers second est un moyen de dire finalement, si nos employés sont heureux en interne, eh bien, les clients vont le ressentir et donc les clients seront heureux aussi. Ils vont mieux délivrer, comme on dit. Au niveau des pourcentages, on se dit là comme ça, les métiers de service, la balance, l'équilibre homme-femme est plus tout à fait le même que dans les deux entreprises précédentes. Oui, c'est vrai que finalement, si on regarde au niveau de l'entreprise au global, on est à 49 et 51% de femmes. Donc on a plutôt une très bonne répartition. On verra qu'après, quand on monte dans les strates, voilà. Pas toujours vrai. Il y a quelques petits plafonds voilà, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, je vous l'ai dit, c'est une matinée riche. On a planté un petit peu le décor par rapport à ces sujets-là. Et on va diviser cette matinée en deux parties. On va aborder les sujets de qualité de vie au travail. Et puis ensuite, on parlera de la diversité et de l'égalité femmes-hommes. Je me tourne vers Isabelle. Isabelle, par rapport à ces sujets de qualité de vie au travail et d'égalité femmes-hommes, tu m'as dit en préparant, ça tombe bien que vous les ayez liés parce qu'ils sont vraiment corrélés. Hein. Alors, on va commencer par ça. Oui, en fait, on travaille beaucoup sur la diversité et comment féminiser des métiers masculins. On s'est rendu compte qu'on n'avait que 15% de femmes dans les métiers opérationnels versus 60% de femmes dans les métiers administratifs. Donc, comment féminiser les métiers opérationnels? Et un des gros leviers, c'est la qualité de vie au travail. C'est-à-dire que les femmes, en fait, on ne crée pas un environnement favorable aujourd'hui pour les femmes. Près du micro. Voilà, près du micro, merci. Je vais vous donner un exemple. On a une pénurie en Europe, enfin d'ailleurs il y a un peu partout dans le monde, de chauffeurs. Donc on fait du transport de déchets, de la collecte de déchets. On a énormément besoin de chauffeurs.
Traditionnellement, c'était un métier masculin, parce qu'on dit le matin, les tournées, c'est un métier d'homme, voilà. Or, les camions sont de plus en plus maintenant faciles à conduire. Un jour, on aura même sûrement des camions autonomes, mais je veux dire, la pénibilité physique n'est plus là. Et les horaires, c'est un faux problème. Enfin, je veux dire, les infirmières travaillent la nuit, des femmes qui travaillent le matin très tôt, il y en a dans beaucoup de métiers. Et en fait, on s'est rendu compte, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à recruter des femmes chauffeurs? C'est parce qu'en fait, les conditions de travail ne sont pas faites pour les femmes. Les locaux sont uniquement réservés aux hommes. Il n'y a pas de vestiaire mixte. Les toilettes, en particulier. Il n'y a pas de toilettes. Enfin, rien n'est fait pour les femmes. Donc, quand on dit aux opérationnels, mais recrutez des femmes, vous n'arrivez pas à trouver des chauffeurs, essayez de recruter des femmes. En fait, ils disent oui, et puis ils ne le font pas parce que ça veut dire faire des investissements pour féminiser, on va dire, ou en tout cas faire de la mixité dans les locaux. Si je schématise, ça veut dire que tout a été un peu pensé au masculin et que du coup, si on veut attirer les femmes, il faut d'abord s'attaquer à ces questions de qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail, donc les conditions de travail, l'environnement. Il ne faut pas, si on veut recruter des femmes aussi, faire n'importe quoi dans les horaires des tournées. Voilà, il faut essayer d'organiser ça correctement. Les équipements professionnels, les vêtements de travail sont conçus pour les hommes. Ils ne sont pas du tout féminisés. Voilà, les gants, les tailles de chaussures, enfin, rien n'est féminisé. C'était intéressant quand on dit on va essayer de féminiser certaines professions. Voilà, on se heurte à cette question des conditions de travail. J'aimerais bien qu'on ait ton regard aussi par rapport à ce que tu as vécu. Carrefour, on avait une population féminine beaucoup plus importante. On avait 60% de femmes en France. J'étais DRH pour la France. Et du coup, les choses étaient un petit peu différentes parce qu'on avait conçu quand même au niveau des caisses une organisation du travail avec de la flexibilité, des horaires en îlot où les caissières pouvaient s'organiser. Donc le système avait été conçu, on va dire, au niveau des caisses pour les femmes. Donc on est vraiment dans le pendant de Suez. Hein, c'est vraiment... Et là, on avait réfléchi justement à organiser le travail pour les femmes. Chez Suez, on s'est posé la question aussi pour le management sur le terrain, dans les délégations de services publics, dans les agences, voilà. Il n'y a aucune flexibilité d'horaire. C'est-à-dire si on veut attirer des femmes, il faut pouvoir leur proposer de la flexibilité, ces choses-là. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un lien entre féminisation et qualité de vie, en tout cas conditions de travail. Alors, qualité de vie et puis ce qu'on appelle aussi le well-being. Et là, ça englobe beaucoup plus de choses et de sujets, Isabelle. Aujourd'hui, effectivement, on réfléchit globalement en disant ce qui est important, ce qui est un levier d'engagement et de motivation, c'est le well-being en général. Alors, dans le well-being, il y a bien sûr les conditions de travail, mais il n'y a pas que ça. Il y a le sens, la raison d'être. Pourquoi on se lève le matin, en quoi c'est utile. Pourquoi je vais être engagé ou pas. Pourquoi, je veux dire, collecter les poubelles le matin, à 5h du matin, c'est pas très drôle. Simplement, on se dit, je le fais parce que c'est utile pour les individus, pour les gens, pour les familles. Ce sentiment d'utilité est extrêmement fort. Et puis, pour la planète, pour que ce ne soit pas un dépotoir. Donc, il y a le sens dans le well-being, il y a les conditions de travail et il y a tout le style managérial. Je me lève le matin aussi parce que mon management est compréhensif. Il me donne envie. Donne envie, et un peu libéré, pas contrôlant, sympathique. Donc, toutes ces questions de well-being, ça englobe effectivement les conditions de travail, la santé, la sécurité, le care. Alors, on appelle ça aussi aujourd'hui le care, toute l'attention. Prendre soin. Qu'on donne. Vous disiez l'attention le soin qu'on va donner à nos employés. Et c'est assez vaste. Jean-Marie, par rapport à ces notions de qualité de vie au travail, il y a quand même un prérequis aussi dans vos métiers, c'est la sécurité. Hein. Oui, je pense qu'avant même de parler de qualité de vie au travail, le premier engagement qu'on doit prendre, c'est de faire en sorte que les collaborateurs et les collaboratrices rentrent indemnes chez eux le soir. Donc c'est vrai que dans des entreprises comme les nôtres, j'étais aussi dans la construction dans le passé, c'est Vinci, totalement prégnant dans la mesure où si on n'a pas de bons résultats en matière de taux de fréquence des accidents du travail, parler de bien-être au travail et de qualité de vie au travail n'a aucun sens. D'autre part, ça... Et du coup, on n'est pas crédible. Hein. Absolument pas. C'est comme si on veut faire de la gestion des talents et si on a un mauvais système de paye, pour faire des comparaisons. On est chez ADP, on est rassuré. Voilà. Donc, il est clair qu'effectivement, le premier engagement qu'on doit prendre dans des métiers de main-d'œuvre comme les nôtres, c'est un engagement très très fort en matière de santé et de sécurité. Je dis santé aussi dans la mesure où je dirais qu'on a déjà une obligation morale, c'est dans la raison d'être de l'entreprise,
Et de façon aussi pratique, notre sujet, c'est que nous avons à gérer une main-d'œuvre qui est pénurique. Parce que même dans les pays à un fort taux de chômage apparent, dans les métiers qui sont les nôtres, on cherche du monde, on cherche des gens, et donc on veut évidemment les conserver. On veut les conserver, on veut gérer leur santé, leur carrière, etc. Et ce qui fait qu'en termes de management, l'implication que l'on a en matière de sécurité est aussi un levier pour le reste. Parce qu'à partir du moment où on fait des réunions sécurité, à partir du moment où on travaille sur les sujets sécurité, ça veut dire qu'on touche à beaucoup de choses. On touche à l'organisation du travail, donc au bien-être, on touche aux locaux, on touche à tout ce qui est l'organisation des tournées, etc. On touche à la gestion du temps de travail, qui est aussi un sujet important. On touche à l'aménagement, parce qu'effectivement, comme l'a dit Isabelle, si on veut attirer pas seulement des femmes, mais des gens nouveaux dans nos métiers. La diversité au sens large. Qu'on n'a pas l'habitude d'avoir chez nous. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on s'adapte. Et ça veut dire qu'il faut qu'on adapte nos process et qu'on adapte notre façon de travailler à la façon dont vivent maintenant les gens. Et ça veut dire en clair qu'il faut qu'en matière d'organisation du temps de travail, de flexibilité, de travail à distance quand c'est possible, etc., qu'on soit beaucoup plus moderne qu'on ne l'était dans le passé. Oui, c'est pas simplement les bureaux, comme on dit. Hein. Non. Alors il y a un autre sujet d'ailleurs qui est important, c'est que dans les conditions de travail, il ne faut pas oublier tout ce qui est évidemment ergonomie, tout ce qui est aménagement. Et puis, bon, comme on travaille beaucoup sur la qualité de l'air, on teste les capteurs de qualité de l'air intérieur sur nos bureaux, sur nos espaces, avant de les tester dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. Et c'est un sujet qui va être de plus en plus prégnant. Voilà, et puis plus largement, il y a aussi tous les sujets de droits humains. Et dans certains pays, c'est vraiment des sujets clés. Hein. C'est effectivement, qualité de vie au travail, Isabelle l'a dit aussi, hein, ça englobe beaucoup de choses. Bon, c'est très lié au deuxième sujet, mais à beaucoup d'autres choses. Quand on dit qualité de vie au travail, ça veut dire aussi que les collaborateurs, d'où qu'ils soient et d'où qu'ils proviennent, se sentent respectés et considérés de la même façon et traités avec équité. Ce que je constate depuis de nombreuses années que je fais ce métier, c'est que la demande en matière d'équité est de plus en plus forte. Les gens ne supportent plus des différences de traitement, ne supportent plus des différences en fonction du sexe, de la classe sociale, de la nationalité, des origines. etc., des origines. Et donc ça, c'est bien, c'est exigeant. Et ça veut dire qu'effectivement, qualité de vie au travail, ça nécessite, bien entendu, à minima, qu'on respecte les droits humains fondamentaux, mais plus encore qu'on ait des politiques très actives qui permettent à chacun dans l'entreprise de se sentir à sa place et de se sentir valorisé. Alors, politique très active, on va parler quand même de cette raison d'être, puisque Isabelle l'évoquait tout à l'heure. Tu en es fier. Et voilà la fameuse question. Cette raison d'être, elle a été pensée en amont, co-construite, et puis en aval, tu te disais, Jean-Marie, on monitore tout ça. Hein. Oui, alors en fait, c'est une décision du président Antoine Frérot, qui a décidé en début d'année de dire, il faut que l'entreprise se dote d'une raison d'être à la suite de rapports Nota Sénar, etc. Il s'est très engagé là-dessus. Et donc, il a décidé de construire cette raison d'être, mais pas tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, le travail sur la raison d'être, qui a duré au moins 3 mois, il a engagé, bien entendu, le conseil d'administration de l'entreprise, le comité exécutif, mais aussi les représentants du personnel, puisqu'on a eu 2 réunions avec les 2 bureaux des comités de groupe. On a eu un certain nombre de réunions avec des échantillons témoins parmi le personnel dans le cadre de processus de consultation qu'on fait par Internet, par webinar, etc. Et on a abouti, après un gros travail, à la rédaction d'un texte. Bon, mais le texte ne suffit pas, parce qu'ensuite, évidemment, il faut le décliner, entre guillemets, je redresse ce terme, mais employons-le. Il faut effectivement le diffuser, il faut surtout qu'il serve à quelque chose. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'on puisse avoir des réunions au plus près du terrain, animées par le management de proximité, qui puissent faire prendre conscience aux gens de leur mission, de à quoi ça sert. Alors paradoxalement, j'aurais tendance à dire, pour reprendre l'image d'Isabelle, que le Reaper de 5 heures du matin, je pense qu'il a plus conscience de son utilité sociale que l'auditeur comptable du siège social, qui n'a jamais vu une exploitation de sa vie. Bon, donc j'exagère un peu, mais à peine. Donc effectivement, la raison d'être, c'est un des points, c'est-à-dire que c'est pas seulement, ça ne doit pas être un catéchisme, c'est pas le sujet. Ça ne doit pas être une icône dans laquelle on fait une génuflexion tous les matins, mais ça doit servir à quelque chose et ça doit servir à alimenter les discussions et les débats internes. Et ça donne du sens, on en parlait tout à l'heure. Delphine, on parle de cette qualité de vie au travail. Tu as coutume de dire, et c'est un engagement fort aussi chez ADP, que si les personnes sont engagées, si elles se sentent bien dans leur travail, c'est aussi un levier de performance. Les deux sont liés. Oui, pour moi, c'est pour ça que je trouve que la qualité de vie au travail est un enjeu extrêmement important pour les entreprises. On l'a vu, il est global. Et au-delà de ça,
permet l'engagement. Et on sait très bien que l'engagement, c'est ça qui donne la performance également. Donc l'enjeu et les solutions que nous avons autour de la qualité de vie au travail sont très larges. On peut à la fois intervenir avec un département, par exemple, qui est très actif chez nous, qui est le département de responsabilité sociétale d'entreprise, qui mène énormément d'actions. D'ailleurs, je crois que nous avons avec nous Microdon, on fait énormément de choses avec eux. On fait également énormément d'ateliers pour sensibiliser. Ça va des actions à l'extérieur d'ADP autour de nos communautés, jusqu'en interne, développer par exemple des séances d'ostéopathie, des ateliers pour aider nos collaborateurs eux-mêmes à se sentir bien au travail. Ouais, on est loin de la table de ping-pong ou du baby-foot. On n'est pas dans le gadget. Justement, cet environnement de travail, on parle beaucoup de télétravail, on l'évoquait tout à l'heure. Chez ADP, c'est un peu un prérequis, hein, c'est un peu dans l'ADN maintenant. Hein. Ça fait partie, effectivement. C'est totalement organisé chez nous depuis quelques années. Ça fait partie aussi. C'est un des éléments de qualité de vie au travail, de pouvoir proposer à nos salariés d'être chez eux 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine. C'est aussi un bon moyen de travailler sur la qualité de vie. C'est entrer dans les mœurs, on va dire. C'est totalement. En termes de nombre de jours, ça peut aller jusqu'à de 1 à 4. De 1 à 4, oui, voilà, au choix. Je voudrais qu'on parle aussi, parce qu'on est quand même dans une entreprise de technologie, d'innovation aussi, au service de l'humain. On a toujours cette opposition caricaturale entre si tu mets des robots, si tu mets de l'intelligence artificielle, c'est aux dépens de l'humain et les deux vont pas ensemble. Et à leur point de vue, Delphine. Je vous invite à aller voir l'étude sur ces sujets qui donne aussi des informations intéressantes, la robotisation notamment. On voit bien que dans les années précédentes, les salariés avaient peur de la robotisation. Et puis quand on regarde les évolutions sur les années, finalement aujourd'hui, ils sont plus rassurés qu'ils n'étaient. Chez ADP, pour prendre un exemple, c'était pareil. On avait aussi énormément de craintes. Aujourd'hui, il y a des offres qui ont été mises en place de robotisation en interne qui permettent à nos salariés d'être de leur enlever les tâches un peu chronophages et du coup d'améliorer aussi leur qualité, la qualité de vie au travail en facilitant leur travail. Et du coup, par ricochet, on facilite leur travail et on délivre un service et des solutions pour les clients de façon plus aisée, en étant plus quali. Hein. Oui, c'est-à-dire que du coup, on se sert des robots pour tout ce qui est automatique et on permet à nos collaborateurs d'être plus focusés sur les clients et d'être davantage au service de nos clients. Voilà, les clients de chez Suez et de chez Veolia, il y en a, on le disait tout à l'heure, dans le monde entier. Jean-Marie, il y a des différences par pays aussi quand on appréhende ces questions, et on va en parler aussi avec Isabelle. Il n'y a pas les mêmes problématiques, tu le disais, Japon, alors ça c'est pour le deuxième sujet, pour les femmes, mais Amérique latine, il y a des exemples qui sont très parlants. Hein. Qualité de vie au travail, il y a aussi des attentes qui sont très très différentes selon les populations avec lesquelles on travaille. Par exemple. Je prends un exemple, l'Amérique latine. En Amérique latine, on travaille dans des pays où parfois les systèmes de soins, les systèmes de santé sont rudimentaires, voire inexistants. Donc, qualité de vie au travail, ça veut dire aussi et surtout assurer aux collaborateurs le bien-être de sa famille. Donc, ça veut dire qu'il y a des pays dans lesquels on investit beaucoup plus que dans d'autres, sur des médecines du travail, sur des assistants sociaux, etc. Et sur lesquels, effectivement, on est très... C'est le cas du Maroc, par exemple, aussi, c'est le cas du Niger. Ce sont des pays dans lesquels l'engagement social de l'entreprise évidemment, doit être encore plus fort qu'il ne l'est dans des pays, entre guillemets, développés. Donc, ça, c'est clair que si on veut effectivement attirer des gens et attirer la qualité de vie au travail, ça, c'est un prérequis fondamental. Ça passe aussi, et c'est un de tes sujets de prédilection, aussi et surtout, c'est le dialogue social, c'est clé. Ah ben, complètement, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où nous voulons nous engager dans des processus, je parlais d'aménagement du temps de travail, par exemple. Je prends un exemple sur le télétravail dont vous parliez. Le télétravail, on est très vigilant sur un point, c'est éviter la distorsion entre les cols blancs et les cols bleus. La plupart de nos métiers ne sont pas propices au télétravail. La collecte à 5 h du matin par télétravail... On ne peut pas la faire depuis son canapé, non, c'est clair. L'automatisation ne va pas encore tout à fait jusque-là. Donc ça veut dire en clair qu'il faut qu'on arrive d'une part à avoir des dispositifs de télétravail, de travail à distance, je préfère, qui soient propices aux gens des sièges, mais qu'en même temps, on encourage les accords d'aménagement du temps de travail dans les unités opérationnelles, parce que si on ne le fait pas, si on fait l'un sans l'autre, ça veut dire qu'on risque d'accroître un fossé qui est déjà naturellement existant entre des gens de siège, avec des cravates ou pas, mais bien habillés, etc., et des gens qui sont sur le terrain et qui n'ont pas de la possibilité de faire du travail à distance. Donc pour cela,
Effectivement, on a des accords de télétravail qui vont jusqu'à 2 jours par semaine, parce qu'on croit quand même qu'effectivement, dans nos métiers, il y a une notion de disponibilité vis-à-vis du terrain qui doit être essentielle, mais une notion de travailler en équipe qui doit être essentielle. Et c'est parce que c'est nos métiers. Je ne prétends absolument pas vouloir donner des leçons à d'autres métiers qui ont d'autres contraintes. Et derrière, effectivement, encourager les accords sur les aménagements du temps de travail et les accords aussi qui permettent à des populations, comme je le disais, nouvelles, qu'on n'avait pas encore de façon significative dans nos effectifs, et en particulier de permettre à davantage de femmes opérationnelles de pouvoir disposer de dispenses de temps, mais aussi des pairs, de dispenses de temps qui leur permettent d'assumer les tâches qui sont autres que des tâches professionnelles. Et il y a des sujets encore plus larges liés à l'éthique, la conformité qui entrent en ligne de compte. Oui, alors ça, c'est clair que de même que l'équité, les notions de conformité sont devenues essentielles pour le personnel aujourd'hui. Compliance. Compliance, comme on dit en français, sont devenues essentielles partout dans le monde. Ça fait partie de la qualité de vie au travail. C'est-à-dire que nos collaborateurs doivent se sentir en confort avec les valeurs du groupe et avec leurs propres valeurs, et ne doivent pas se sentir en opposition avec ce que le groupe leur demande de faire. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre voilà. Ce qui est affiché et la réalité Absolument. Du quotidien. Alors ça, c'est clair qu'effectivement, les gens ne supportent plus ça. Les gens ne supportent plus ça. Ils ont Et bien puis, raison. pardon de te couper, Jean-Marie, ils vont le dire, ils vont le faire savoir Ils après. le font savoir à l'extérieur, c'est ce que tu disais. À partir du moment dès qu'il y a un petit souci, ça se sait avec les réseaux sociaux, etc. Donc c'est pas seulement une question de qualité de vie au travail, c'est aussi une question, entre guillemets, d'hygiène d'entreprise. Il est absolument évident que nos collaborateurs doivent se sentir à l'aise avec leur métier. En fait, la qualité de vie au travail, c'est qu'on doit permettre à nos collaborateurs de se concentrer sur leurs tâches professionnelles et sur leur mission, en étant débarrassés de toutes les scories qui pourraient empêcher l'exercice de leur mission. Donc c'est ça notre travail, en fait. C'est de faire en sorte qu'ils soient confortables avec le management, qu'ils soient confortables avec leur mission et qu'ils soient confortables avec le client. Voilà, supprimer tous ces irritants. Isabelle, réaction par rapport à tout ça, et puis des exemples aussi de ce que tu fais, de ce que vous menez. Alors, quelques exemples. C'est vrai que dans la qualité de vie au travail, il y a quelque chose qui est très important, c'est la protection sociale. Et Jean-Marie l'a dit, c'est très inégalement réparti dans les pays. C'est pas pour rien que tu étais chez Groupama avant, tu connais ces sujets. Pas de protection sociale. Donc là, on regarde pour mettre un standard minimum de protection sociale dans les pays où il n'y a strictement rien. Et même en France, parce qu'il ne faut pas se leurrer, là, on vient de refaire complètement un régime unifié de mutuelles pour toute la France. On a 30 000 collaborateurs en France. On avait 27 régimes différents de mutuelles, donc on en a fait un unique. Et parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait notamment dans les déchets, certes, tout le monde, c'est obligatoire en France, avait une mutuelle, mais des mutuelles qui remboursaient très mal, avec des restes à charge très élevés, et donc des collaborateurs qui ne se soignaient pas. Parce que le reste à charge sur les lunettes, sur le dentaire, sur même l'hospitalisation était très élevé. Donc même en France, je veux dire, travailler sur la protection sociale, c'est un acquis, c'est quelque chose de très important en termes de qualité de vie. Et c'est vrai qu'en Amérique latine, il y a des pays où il n'y a strictement rien. Donc on est des grands groupes, je veux dire, côté à Paris, on se doit... Il y a cette notion de respectabilité aussi, et puis de faire ce qu'on dit, et vice-versa. Et d'offrir un standard minimum à tous nos salariés, bien sûr, partout dans le monde. Donc il y a cette question de la protection sociale, voilà, qui est vraiment, vraiment importante. Alors, c'est une rentrée qui est chargée pour toi, Isabelle. Encore merci d'être là, ainsi que Jean-Marie. Chargée parce qu'il y a ce plan stratégique qui arrive à l'automne. Il y a un volet RH qui est très important et qui englobe évidemment ces sujets. Tu es à la manœuvre. Oui, alors on est en train on a eu un changement de gouvernance. On a un nouveau directeur général depuis le mois de mai qui va présenter au board et puis ensuite au marché un nouveau plan stratégique. Et évidemment, on a fait un gros volet culture, RH, social dans ce plan stratégique. On en a profité pour interroger, on a interrogé au mois de mai tous les salariés du groupe sur la raison d'être. On a envoyé, je dirais, une enquête web, on pouvait répondre sur les téléphones portables, enfin c'était assez facile, en demandant aux gens, c'est quoi pour vous la raison d'être de Suez, le sens, je dirais, de Suez, qu'est-ce que ça représente, comment est-ce que vous voyez l'entreprise en 2030, quel est le Suez de vos rêves. Donc là, on a pu recueillir énormément d'informations, des verbatims absolument incroyables qui vont nous aider à bâtir la raison d'être sur lequel on travaille. Et puis, dans le volet RH, on a évidemment tout un focus sur la culture. Quelle est la culture du respect, la culture de la passion de l'environnement, comment est-ce que chacun contribue
je dirais dans sa vie quotidienne, à voilà, préserver la planète. Le respect de la santé, de la diversité, de la sécurité, de l'éthique, tout ce dont tu as parlé. L'esprit d'équipe, hein, comment est-ce qu'ensemble on travaille. Et puis, client first, on va dire, comment est-ce que tout ça est mis au service du client. Donc, un gros travail sur les valeurs, sur lesquelles on va... Sur le collectif aussi. Sur le collectif, comment est-ce qu'on fait ça tous ensemble et pas chacun dans son silo avec, je dirais, son petit précaré, voilà. Et puis, gros volet RH sur, évidemment, les talents du futur, la RSE. La RSE, c'est-à-dire, voilà, comment on protège le care, comment on s'occupe des employés. Parce qu'il y a vraiment... Ces sujets sont vraiment au cœur du plan stratégique. Parce qu'il y a vraiment ces sujets d'attractivité. Hein, parce qu'on est... en fait, c'est un grand écart. Hein. D'un côté, on est dans des métiers qui nous impactent tous, qui nous touchent tous, puisque l'environnement, la protection de la planète, le traitement des déchets, le recyclage, l'économie circulaire, ça attire, ça plaît forcément parce que ça nous impacte tous. Et en même temps, des métiers perçus comme pénibles, tu disais Isabelle, des métiers, c'est pour les hommes, puis ils ont des tenues comme ça, et voilà. Donc c'est un grand écart qui n'est pas évident. Hein. Oui, c'est sûr qu'il faut... voilà, on a besoin... on a à la fois, je dirais, des cadres extrêmement talentueux qui inventent les solutions de demain, enfin, en termes d'innovation, on fait des choses incroyables. Donc là, je dirais, on n'a pas trop de problèmes d'attractivité parce que là, évidemment, tout le monde et surtout les jeunes générations ont envie de travailler dans l'environnement. Et ça donne un sens à leur vie, justement. Ça donne un sens et ça, c'est bien. Par contre, les métiers de plus terrain, plus technique, réparation des réseaux d'eau, descendre dans les canalisations... voilà, c'est pas hyper forcément glamour, donc il faut donner un sens, il faut donner de la technologie. La technologie nous aide beaucoup parce que ces métiers deviennent de moins en moins pénibles. D'abord, on parlait avec Delphine tout à l'heure, hein, la robotisation, l'exosquelette, tout ça. Au lieu d'envoyer des gens dans les canalisations, on leur donne un drone et le drone va inspecter la canalisation et on en fait des conducteurs de drones. Donc il y a un moyen avec la technologie de rendre nos métiers aussi plus attractifs, moins pénible, et du coup, en termes de barrières de santé, de sécurité, on gagne beaucoup. Il y a un point que tu as précisé quand on a préparé cette conférence, tu l'évoquais tout à l'heure, la pénurie de chauffeurs. Dis-nous pourquoi il y a une pénurie... D'après vous, tiens, c'est la petite question, là, un petit quiz du matin. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie de chauffeurs en Europe aujourd'hui? Pas qu'en Europe, oui, tu as raison. Oui, presque. E-commerce, bah oui. E-commerce, la logistique explose complètement. Amazon, voilà. Donc, mais du coup, il faut repenser le métier différemment. Pour le rendre attractif avec des femmes. Et voilà, insérer des femmes dans ces métiers qui sont à 98% masculins. Oui, et tu il n'y a pas de raison. Oui, et puis tu disais tout à l'heure. Oui, je pense qu'en termes d'accidents de travail et de... On aura Allez, vas-y, continue. Des femmes au volant. Ça, c'est dit, mesdames. Le message est passé. Delphine, on parlait des liens forcément de cause à effet entre des collaborateurs engagés puis la performance de l'entreprise au service, cette performance humaine au service de la performance tout court et donc des clients. L'enjeu du management, toi qui es chargé du développement des talents et du développement sur toute la durée dans l'entreprise, c'est un sujet important aussi parce qu'il faut sensibiliser. On en parle depuis tout à l'heure. Hein. Oui, c'est ce que vous disiez très bien, Isabelle. Le management a une responsabilité extrêmement importante dans la qualité de vie au travail. On le voit également dans l'étude en Europe. Le management défectueux, comme il est dit dans l'étude, fait partie du premier critère, en tous les cas du premier point. Vous allez réagir sur le management après. Directement les salariés. Donc, il devient essentiel d'accompagner nos managers, de les développer, de leur donner les moyens réellement de manager leurs équipes, puisque le sentiment de bien-être des collaborateurs va venir d'abord du manager. J'ai envie de venir parce que mon patron, mon boss me donne envie. Hein. Ce qui donne envie. Alors, il y a la notion de sens, la notion de foi, qui évidemment est très importante, puisque c'est ça qui fait qu'on se lève le matin. Mais c'est aussi quelle expérience je vis, moi, en tant que collaborateur, dans mon équipe. C'est même au-delà de l'entreprise. Hein. On se rend compte que parfois, on change d'équipe, on a une culture différente d'un manager à l'autre. Donc, l'idée, c'est comment moi, je me sens dans mon équipe. Donc, on va travailler avec les managers pour les accompagner. Ça fait quelques années, mais là, on travaille vraiment sur les facteurs de l'engagement, définir finalement quels sont ces comportements qui déclenchent l'engagement de nos collaborateurs et comment est-ce qu'on aide nos managers ensuite à prendre le pouls de leurs équipes de manière très régulière afin de pouvoir les accompagner sur ces facteurs de l'engagement.
Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Il y a des ateliers, il y a beaucoup de choses qui sont faites chez ADP. Hein. Oui, alors d'abord, on a travaillé avec un chercheur américain pour identifier ces comportements qui sont les prédictifs, on pourrait le dire comme ça, de l'engagement. Et puis ensuite... Pardon, les facteurs, en fait. Les facteurs, exactement. Et puis ensuite, on va former nos managers, on va organiser des sessions de co-développement, on va faire des partages de bonnes pratiques, et on va faire en sorte qu'ils puissent ensemble développer leurs compétences. Et la notion de proximité aussi qui est importante, hein, c'est d'avoir le manager en vraie proximité, prendre le pouls, comme tu le disais. Oui, parce qu'en fait, la question de l'engagement, on se rend compte il y a une question d'entreprise pour prendre les grandes décisions de l'entreprise, mais l'engagement, finalement, il se situe au niveau du management et de l'équipe. Donc, comment est-ce qu'on fait pour donner la main au manager pour qu'il puisse lui-même, et de manière presque instantanée, prendre le pouls de son équipe et agir, identifier finalement ce qui ne va pas et pouvoir tout de suite agir avec son équipe. On le voit dans l'étude, hein, c'est souvent la responsabilité du management qui est mise en avant. Hein. Tout à fait, c'est lui qui est le responsable. Réaction par rapport au management, Jean-Marie, Isabelle. Oui, moi je pense que le management, il doit réapprendre un certain nombre de fondamentaux et pas se laisser trop perturber par certaines théories à la mode. Bon, je m'explique. Par exemple je m'explique. Bon, l'entreprise libérée, moi qui suis un vieux post-68ard, je pensais qu'il fallait libérer les personnes et que l'entreprise, c'était pas forcément le sujet. Ou libérer le travail, oui, plutôt. Bon, mais donc, je pense qu'effectivement, le problème, c'est que, en fait, un collaborateur, quel que soit son niveau, il attend d'abord de savoir ce qu'on attend de lui. Il attend de savoir au-delà de parler de raison d'être, d'utilité sociale, etc., le collaborateur, il attend de savoir comment il va être évalué, quelles sont les attentes de ses collègues, de sa hiérarchie par rapport à ses performances, et qu'est-ce qu'on attend de lui et qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. Ça a l'air tout bête, mais c'est vrai que ça a eu tendance à être oublié, dans la mesure où, effectivement, dire que chacun doit avoir une large autonomie, etc., c'est très bien, mais je pense qu'effectivement, et c'est absolument nécessaire, cette autonomie doit être tempérée par le fait que les attentes vis-à-vis des collaborateurs doivent être exprimées de façon, par le dialogue, pas de façon oukase, par le dialogue, mais doivent être de plus en plus exprimées. Et ça, je crois, on le sent bien d'ailleurs quand on fait des enquêtes d'engagement. On en fait comme toute grande entreprise maintenant chez nous. On sent bien que les attentes en matière de ressources humaines, par exemple, tournent beaucoup autour de la coopération, mais aussi de dites-nous vraiment ce que vous voulez qu'on fasse. Dites-nous vraiment ce que vous voulez qu'on fasse et en vertu de quoi on va être évalué, considéré, respecté. Il y a une transparence. Hein. Voilà, transparence et équité, dans la mesure où effectivement on est passé d'une culture, tous les grands groupes français en particulier il y a 10 ans, fonctionnaient dans la culture de réseau. Bon, pas seulement dans l'eau d'ailleurs, c'est pas seulement les réseaux d'eau, mais la culture du réseau. Donc on était copains avec des gens, on était bien vu par le DRH ou par ses collègues, etc. De l'entre-soi. Hein. De l'entre-soi, absolument. Alors il y avait tous des réseaux, y compris les plus fantasmatiques, les sociétés philosophiques les plus diverses. Bon, mais il n'empêche qu'effectivement ça c'est devenu insupportable. Et là on revient quand même aussi sur la qualité de travail, c'est que les gens doivent avoir confiance dans la capacité de l'entreprise à les évaluer et à gérer leur évolution de façon objectivée. À donner des perspectives. Pour le Chief Happiness Officer, bien sûr. Hein. Moi, je pense que non, Chief Happiness Officer, je suis absolument contre. D'abord. Pour ça, je voulais te lancer un peu là-dessus. La définition de poste me paraît assez complexe. Parce que quand on dit exemplarité du management, attends, bonjour l'exemplarité du Chief Happiness Officer, est-ce qu'on peut lui demander hein. Donc je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Isabelle, le management, pour clore cette première partie concernant la qualité de vie au travail. Alors moi, contrairement à Jean-Marie, je suis une grande fan des théories sur l'entreprise libérée, là, de notre ami Isaac Getz. Libérer, c'est quoi? C'est libérer les énergies. Et je pense que sur le terrain, les gens sont capables de faire beaucoup plus que ce qu'on leur demande. Ils en ont tous marre d'avoir des chefs contrôle fric de partout. Il faut libérer, faire donner de la confiance et laisser les gens travailler. On a fait une expérimentation en Angleterre. Oui, raconte-nous. On a fait tout un groupe de travail sur des usines en fait d'incinération de déchets, en disant dans ce que vous faites, qu'est-ce qui est vraiment utile aux clients et qu'est-ce qui ne sert à rien. Et ben 30% des tâches des ouvriers sur le terrain, même sur le terrain, enfin sur le traitement d'un incinérateur, ne servent à rien. On le fait parce qu'on nous demande depuis des années de faire tel type de reporting, tel type de truc. Bon. Donc quand on laisse les gens sur le terrain parler et dire, bah, moi, si j'étais au manège, j'organiserais mon job comme ci, comme ça, voilà, on gagnerait énormément en efficacité. 30% de trucs ne servent
strictement à rien. Donc c'est quand même assez édifiant. Donc donnons de la confiance, laissons les gens travailler, arrêtons d'empiler des petits chefs, du chef qui contrôle. On est beaucoup trop dans nos entreprises dans le contrôle. C'était le command and control, hein, surtout dans vos métiers. Il faut que ça s'arrête d'abord parce que les gens en ont ras-le-bol. Puis au bout d'un moment, quand on leur demande toujours les mêmes trucs inutiles qui servent à rien, ils se désengagent. C'est pas évident quand même ça, parce que vous êtes dans des métiers où il y a des sous-traitants, où il faut délivrer, où il y a une obligation de résultat quelque part. C'est pas évident. Et puis la culture fait que chacun a son petit précaré, son périmètre, n'a pas envie de perdre son pouvoir. Voilà, donc on peut faire des ateliers, leur dire c'est pas bien. Bon, je pense que ça va passer vraiment plutôt sur le terrain par des changements d'organisation. Il faut avoir le courage de simplifier les organisations, d'enlever de la bureaucratie, d'enlever tout ce qui sert à rien. Non, mais les reportings que que tout le monde connaît ça, mais c'est dingue, quoi. Et on perd une énergie dans les entreprises avec tout ça. Donc il faut vraiment simplifier, libérer. Et c'est vrai que le terme entreprise libérée, ça peut un peu étonner, mais le fond, moi je suis très très partisane du fond qui est simplifier. En fait, c'est simplifier et nettoyer tout ce qu'on fait par habitude, puis pour chacun, pour garder son petit pouvoir et son statut. Un tout petit mot, Jean-Marie, et après on marque une pause. Une expérience qu'on a faite effectivement il y a 5 ans, quand on a restructuré l'entreprise, c'est qu'on a fait un Veolia par pays et on a réduit les chaînes hiérarchiques d'à peu près 3 crans. Donc les effets ont été évidemment extrêmement bénéfiques. Néanmoins, alors ce qu'il faut dire, effectivement, la grande plainte des gens aujourd'hui, c'est les reportings. Alors, il est vrai aussi que les reportings hyper chronophages, évidemment, sont souvent justifiés par le client, parce qu'on est des clients, en particulier dans les délégations de services publics, qui sont de plus en plus exigeants en matière de reporting. Et puis aussi, quand on est une entreprise cotée, je ne vous fais pas un dessin sur les nécessités de reporting dans tous les sens qu'on doit faire, quand on doit présenter des résultats à 3 mois, etc., etc. Qualité de vie au travail, on en parlait avec nos 3 invités. On va marquer une petite pause et puis on va se retrouver tout à l'heure pour parler de diversité. Merci d'être avec nous ici au Pré-Cattelan et sur la toile.